Tout savoir sur justement les congés annuels, congés exceptionnels, les congés sans solde, etc. Tout cela va être décortiqué avec notre ami Yassine Yalla dans un tout petit moment. Et puis, gros plan aussi sur les dates des examens. Tout le monde attend les examens de ses enfants, lycéens, CEM et primaires aussi. Nous allons beaucoup en parler ce matin avec le responsable, donc un inspecteur de l'éducation nationale, représentant du ministère de l'Éducation. Il viendra nous parler donc de l'avancée des dates d'examen et tout ce qui a été mis en place pour que ces examens se passent dans de très bonnes conditions. Et puis nous aurons également Samira Hadjamar qui sera parmi nous dans sa rubrique Écume et patrimoine. Aujourd'hui, elle nous fera un gros plan sur la région de Tidis et surtout un personnage qui a marqué cette région avec bien entendu des images et surtout ce riche patrimoine que nous avons la chance d'avoir. Et puis nous aurons également Hasna Zoubiri dans sa rubrique Softy Road. Aujourd'hui, elle recevra un invité qui est donc un invité donc directeur des études à la Direction nationale de la sécurité routière pour nous parler donc de ce donc plusieurs aujourd'hui acteurs prennent place à ces activités pour justement éviter les accidents et avoir des solutions pour donner la possibilité aux conducteurs de circuler dans de très bonnes conditions. En tout cas, elle nous le dira avec son invité qui sera sur le plateau. Et puis un concours, vous l'avez sûrement entendu puisque nous avions fait cette promotion donc de ce marathon de la photographie. Et oui, ça y est, nous avons les lauréats, entre autres un seul donc lauréat. Le deuxième prix sera parmi nous. Il est donc passionné de la photographie, il est architecte. On fera un gros plan sur sa passion, donc la photographie. On verra les photos avec lesquelles il a pu obtenir donc ce prix. Et puis on terminera avec Amina Ziri. Amina Ziri dans sa rubrique patrimoine. Aujourd'hui, elle nous parlera d'un personnage, un artiste et pas des moindres, celui qui a marqué la chanson Shahbi. Il s'agit de Hamr Zahi, Allah yarhamou. Elle viendra nous parler, bien sûr, un auteur sera là pour nous parler donc de ce personnage, son livre, et puis elle rendra hommage à Hamr Zahi, bien évidemment, dans notre émission ce matin. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez suivre attentivement jusqu'à la fin et être en notre compagnie, en compagnie d'Amal Haribi. C'est tout de suite. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. الأحوال الجوية, c'est tout de suite avec Amel. Bonjour. Merci. Bonjour Amel, Comment ça va? Très bien, ça peut aller. Ouais, vous m'avez dit qu'aujourd'hui il allait faire 24. 24 degrés avec une belle journée. Une belle attendant demain, retour des pluies, Inch'Allah. Retour des pluies. Bon, on ne sait pas trop si c'est bon, mais oui, c'est en ce qu'on tout m'a cas, dit pour l'agriculture. Je ne sais pas si c'est vraiment... surtout, bon. Vous, l'agronome. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça rafraîchit. Oui, enfin pour nous. Voilà. Pour nous, hein, surtout. Hein. Voilà, et puis ça arrose les parcelles de plein champ. Exactement. Et donc, ça nettoie aussi ça les rues. Hein. Tout à fait. Bon, on n'aime pas le ciel gris, c'est clair. Ah, moi, j'adore. Ça donne de l'angoisse. J'aime bien. Comme beaucoup n'aiment pas le ciel gris. En tout cas, il va faire donc on va vous suivre tout de suite pour la météo. On vous écoute. Merci Emel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel restera généralement dégagé, partiellement voilé, pratiquement à l'ensemble des régions côtières, ouest, centre et est du pays. Par contre, vers les hauts plateaux de l'ouest, le centre et l'est, eh bien on aura toujours des passages nuageux qui vont donner quelques pluies, parfois orageuses et même parfois sous forme d'averses orageuses. Et le ciel deviendra mais progressivement nuageux, mais en soirée sur les régions côtières ouest et intérieures aussi, qui vont donner quelques pluies durant la soirée. La moitié sud, le ciel se montrera toujours tantôt nuageux et tantôt ensoleillé. Vers le sud-ouest, le Nord-Sahara, les oasis, et ces nuages aussi vont donner mais quelques pluies par endroits qui sont parfois orageuses. À noter des vents forts par contre vers le Nord-Sahara et les oasis qui vont engendrer des soulèvements de sable, et la visibilité risque d'être réduite vers ces régions, donc soyez très très vigilants. Également des soulèvements de sable vers le Sahara central avec un ciel partiellement voilé vers le Sahara central, l'extrême sud, le Garth-Yassili et le Sahara oriental. Côté Mercure, eh bien pour cet après-midi, météo Algérie
prévoit un minimum de 20 degrés du côté d'Al-Bayr di Djelfa, 21 Tiared, 22 Batna, Constantine Sétif également, 24 Tizi Ouzou, Alger à Naba, 25 à Oran et Tlemcen. Au sud, 29 à Gardaya, 30 degrés à Béchar, 31 Tindouf, 32 Biskra, 39 à Tamanrasset, 36 à Adrar, 40 à Ilizi, 41 degrés à Janet, 45 le maximum cette fois-ci, Insalah, Bodjbedi Mourtar et Ingazan. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera un peu agitée sur les côtes centre et est, mais agitée sur les côtes ouest, avec des vents faibles sur les côtes centre jusqu'à 30 km/h, avec des vents qui sont de secteur ouest jusqu'à 40 km/h sur les côtes est et les vents sont de secteur nord-ouest, et une mer agitée sur les côtes ouest et des vents qui varient entre 20 et 50 km/h et les vents sont de secteur sud-ouest. Et on termine cette fois-ci le bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 19h46. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite de programmes sur Bonjour d'Algérie. Et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, vous savez tout sur le temps qu'il va faire aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, Amel. C'est moi. Et puis, on vous laisse Profiter de la journée. Bien sûr, profitez vous aussi de la journée Merci. en attendant de vous retrouver à midi et 19h. Bien sûr, et puis après, ça sera repos en attendant de vous retrouver le vendredi prochain. Voilà, avec grand plaisir avec Nour Houda. Exact. Et puis, on vous laisse donc repartir comme la coutume le veut avec une belle chanson. Avec plaisir, j'adore. Ah oui, c'est une dédicace à toutes les filles algériennes, donc Yabnat El Jazair. Vous reconnaissez un petit peu ce rythme-là. Pour la jeune génération qui ne connaissent pas, parce que tout à l'heure en coulisses, c'est vrai qu'on parlait de génération, etc. Donc les générations qui ne connaissent pas les anciens artistes, la télévision et les archives algériennes sont là pour vous faire rappeler donc, les artistes algériens. Alors Sami El Jazairi, Allah yarhamou, un artiste qui était brillant, qui est parti à la fleur de l'âge, Allah yarhamou, on écoute.
Pour accueillir notre première invitée aujourd'hui, eh bien, c'est important aujourd'hui de parler des examens, du bon déroulement des examens, puisqu'aujourd'hui, c'est le départ aussi de l'examen blanc du BEM. Hier, ça a commencé avec le bac blanc. Aujourd'hui, on va en savoir plus sur les dates d'examen et les conditions de bon déroulement de tous ces examens. Alors avec nous, Monsieur Zohair Belkadi, bonjour. Bonjour madame. Marhaba bik. Merci beaucoup. Bonjour au staff de Canal Algérie. Merci. Bonjour à vos téléspectateurs. Et un grand bonjour aux gens qui encadrent aujourd'hui l'examen, les deux examens, blanc, le bac blanc et aussi le brevet blanc qui commence aujourd'hui même. Tout à fait. Et puis bonne chance surtout à tous ceux qui vont plancher sur leur feuille d'examen. Alors vous êtes donc inspecteur d'éducation, donc professeur d'anglais, vous êtes enseignant d'anglais? Oui, à l'origine. À l'origine, Oui. et vous représentez le ministère de l'Éducation nationale. Vous êtes là pour nous parler justement de bon déroulement de ces examens. Oui. Tout a été préparé, fait pour que tout se déroule dans de très bonnes conditions. Ça a déjà commencé avec le BM blanc, le bac blanc, Oui. mais on va parler aussi des dates qui approchent, donc l'examen. Oui, Voilà. donc il faut dire que c'est une lourde machine. Lourde machine. Oui, c'est une lourde machine. Rodée, bien évidemment, bien comme chaque année. comme chaque année, comme à l'accoutumée. Et il faut relever que ces examens nationaux d'envergure sont d'une grande importance pour la famille algérienne, Oui. pour l'élève algérien et aussi pour notre pays, parce que quand même, c'est un examen certificatif Oui. qui situe les élèves par rapport à leurs acquis. Leurs acquis. À leur niveau aussi. Est-ce que c'est le moment qu'ils passent à un palier supérieur? Si on part du primaire, est-ce que c'est le moment qu'ils passent au moyen? Si c'est du moyen, est-ce que c'est le moment qu'ils passent au secondaire? Et ceux du secondaire, bien sûr, est-ce qu'on peut juger qu'ils sont aptes à passer au stade universitaire? Donc, c'est quand même des examens cruciaux Oui. et auxquels notre autorité publique attache une grande importance. C'est cela. C'est l'élite du pays, la future élite du pays, ces jeunes enfants, cette jeune génération, cette matière grise Tout à fait. qui est là, prête à sauter le pas et pouvoir Exactement. accéder à de nouvelles formations, à une nouvelle éducation. Oui, Voilà. c'est très juste. Et puis, vous devez savoir que ces examens-là sont coûteux en efforts, sont coûteux en matériel, sont coûteux en ressources humaines. Donc, chaque année, on va dire, cette lourde machine se développe de plus en plus, surtout avec la modernisation, le passage à la numérisation et tout ce qui suit. Donc, chaque année, il y a de l'innovation, il y a de l'amélioration dans le déroulement de ces examens-là. Tout à fait. Tout un travail qui est mis en place, un processus, vous le disiez, rodé. Alors, les convocations ont toutes été envoyées aux bacheliers. Absolument, oui. Tout est fin prêt, les listes, les listes des établissements. Absolument. Affectés également, le personnel qui doit surveiller, c'est pareil. Exactement. Les listes sont établies et c'est ça ce qui est important. C'est-à-dire à l'origine, on doit établir des listes à jour dans lesquelles il n'y a pas place à l'erreur. Oui. On pense aussi à préparer les convocations et que les convocations soient remises aux concernés dans les délais impartis, parce que ces élèves-là sont supposés passer leur examen dans des établissements qui ne sont pas les leurs. Et à ce moment-là, ils sont obligés de recevoir leur convocation au moment opportun afin qu'ils puissent se déplacer, situer l'établissement d'examen C'est très important. et voir comment se déplacer le jour J. Et, éviter les retards. Éviter le retard. Il faut faire très attention. Absolument, parce que quand même, quand on arrive en retard, on devient sujet peut-être à des remarques et des observations. Et aussi d'authentifier le contenu des convocations, parce que la convocation, parfois, elle peut contenir peut-être une erreur et à ce moment-là, les élèves ont le temps de réagir et des établissements afin de corriger si éventuellement il y a un problème dans le nom ou quelque chose qui ressemble à ça. Très bien, très bien. Allez-y. Oui. Alors, il y a beaucoup de bacheliers sur tout le territoire national. Ça, si on devait parler de l'examen du bac, qui est un examen très attendu, crucial aussi pour le lycéen, et ça sera une étape charnière pour sa vie. Aujourd'hui, les parents passent l'examen également. Oui. Ah oui, c'est beaucoup de stress. Au fait, parfois, l'examen, il est passé en double. Hein. Oui. Il y a l'élève qui le passe et en parallèle, il y a toute la famille qui le passe aussi. Il y a beaucoup de pression sur l'élève aujourd'hui, ces dernières générations. Oui, et c'est un phénomène qui n'est pas uniquement algérien. L'examen génère un stress qui est connu. Et pour cela, il y a des stratégies et des techniques que tout le monde use
à travers le monde afin de diminuer ce stress-là, le stress des examens. Voilà. Qui On peut sait que parfois chaque être, oui. année, avec le ministère de l'Éducation, avec les associations aussi, Oui. il y a donc des rencontres qui sont faites Tout à au fait. préalable Tout pour à fait. essayer d'évacuer ce gros stress Absolument. avec des séances de relaxation. On l'a vu, on l'a Oui, souvent oui. filmé. C'est correct. Donc, non seulement les associations, mais même les établissements scolaires et le ministère de l'Éducation prend ceci en charge. Ça veut dire qu'au niveau des établissements aussi, il arrive que les professeurs organisent carrément des sessions, des séances, où les élèves sont conseillés, sont déstressés, et on leur donne les consignes qu'il faut et les bons conseils afin que les élèves ne se sentent pas, on va dire, mal à l'aise le jour J de l'examen, et même à l'approche de l'examen, parce que le stress, au fait, il commence bien avant. Oui, Donc, c'est sûr. et là, on essaie de conseiller les élèves à gérer, à leur faire apprendre comment gérer ce stress-là. Et le ministère, déjà, ça veut dire le fait, la tournure de l'examen, la manière dont l'examen se tient, contribue à déstresser. Parce que quand Oui. on voit qu'on a 2 sujets sur la table, l'élève va voir les sujets, il pourra choisir déjà le sujet qui lui convient. Et puis le Donc, conseil qu'on n'arrêtera toujours pas de donner, c'est de bien lire ses questions d'examen, Absolument. bien lire son sujet Ah oui. attentivement, Ah ne oui. pas stresser, ne C'est- pas dire « Ah, je ne connais pas, c'est un Tout à sujet que fait. j'ai mal travaillé Oui, ». Il faut oui. lire attentivement. Exactement. Voilà. Donc, il faut que les élèves lisent le sujet et on leur demande même de le lire plusieurs fois. Parce Oui. que quand même, la bonne lecture, c'est une manière de résoudre, on va dire, le C'est contenu clair. du sujet. Ils sont rodés, ils ont fait ça toute l'année. Ah oui. Donc c'est un examen comme un autre, sauf qu'il y a plus de pression. Voilà, c'est voilà. Non, il a une tournure certificative. Ça veut dire que les élèves, c'est vrai qu'ils sont entraînés déjà depuis le début de l'année, et on va dire beaucoup moins depuis la première année secondaire. Oui. Les élèves sont déjà habitués à ce type de sujet et aux questions et aux activités qu'on trouve dans le guide de l'examen du bac. Donc en première année, ils commencent à être rodés, en deuxième année, ils prennent beaucoup plus d'expérience. En terminale, l'année cruciale, là, ils sont entraînés beaucoup plus. C'est, on va dire, si vous voulez, c'est de l'intensive. Bien sûr. Et les sujets sont élaborés d'une manière qui est standard. Ça veut dire que les élèves, le jour du bac, ne risquent pas de trouver des activités ou des élèves qui risquent d'être compromettantes pour eux. D'accord. Donc, Pas de piège. non, Voilà, ils ont non, peur c'est de une ça, en approche. fait. Oui, oui, oh, ils ont peur de ça, mais bon, on va dire pas de piège, mais quand même des activités parfois qui sollicitent l'intelligence de l'élève et sa bonne lecture. D'accord. Et l'utilisation des différentes parties de la taxonomie. Ça veut dire qu'on est supposé avoir des activités qui ont trait à la réflexion, des activités qui sont parfois directes. Oui. Donc c'est une variété d'activités. Très bien. Toutes les Mais, matières ont été voilà. vues et revues. Oui, les, vues et revues, voilà, les enseignants sont carrément pour préparer l'examen, donc ils sont en huis clos, on va Oui, dire. ah oui, ils sont Ils sont déjà. confinés Ah oui, déjà, oui, oui, ils eux-mêmes. sont confinés, rien ne filtre. Rien ça veut ne dire filtre. que. Et c'est, Pour j'allais vous préparer les dire, sujets d'examen. préparer les sujets, et si on peut se permettre, c'est des gens qui sont d'une grande qualification, d'une grande qualité humaine. Oui. Ça veut dire que les sujets ne risquent pas d'être des sujets qui ne sont pas dans l'intérêt de l'élève algérien. C'est sûr. Voilà, donc Le programme a été complété, finalisé oui, pratiquement oui, dans toutes les matières. dans toutes les Presque, on va matières. dire. Donc, et même les mouvements de grève qu'on a connus n'ont pas vraiment influencé sur Très bien. la finalisation des programmes. Les enseignants, en général, sont responsables Oui, et eux-mêmes passent le bac avec leurs élèves. exactement. Donc, ils sont aussi dans ce stress-là. En tout cas, on leur souhaite bonne chance. Voilà, bien sûr, on souhaite bonne chance à tout le monde, à toute la famille, donc y compris les... Alors, on rappellera pour la date donc, du baccalauréat, ça C'est à sera partir du 15, Du 15. du 15 juin. Ça prendra la semaine, voilà, donc du jusqu'au 15 au 17. 19. 19, pardon. Voilà. Et les examens du brevet, bien sûr, qui commenceront le 1er. Donc, c'est 3 jours, du 1er au 3. Voilà. Et je tiens à souligner que toutes les conditions d'une réussite d'un examen de telle envergure ont été prises par le ministère de l'Éducation, en collaboration, bien sûr, avec plusieurs secteurs et portefeuilles ministériels. Très bien, Voilà, très bien. donc, Tout a été fin prêt, tout est fin prêt, en oui, tout cas pour la bonne réussite. voilà. Aujourd'hui déjà, ils sont en train donc passer l'examen blanc, donc Oui. pour le bac et le BM hier. Tout à Donc fait. on leur souhaite bonne chance, bon courage. Mangez bien, c'est très important Mangez aussi. bien, oui. Dormez bien, attention. Dormez bien. Dormez bien Voilà. aussi. Évitez C'est de bon. trop stresser le Oui, soir. oui. Ne prenez pas Oui. trop d'excitants. Ah, Il y a oui. toujours des vitamines aussi pour essayer de Bon, stimuler la oui, mémoire. stimuler la mémoire et pallier aux problèmes de stress. Donc, C'est cela.
il se peut qu'on prenne quelques vitamines, mais bon, sans trop Sans trop consommer. Voilà. Voilà. Et de toute façon, le bac, c'est beaucoup donc, de travail. Donc, tous ceux qui ont bien travaillé durant l'année, qui ont fait des efforts, ils seront sûrement Absolument. récompensés. Il est souvent dit que le bac, il est à portée de l'élève moyen, Oui. donc il ne faut pas que les gens stressent beaucoup. C'est cela. Tout le monde, Inch'Allah, pourra réaliser quand même un exploit le jour du bac. Inch'Allah. En Voilà. tout cas, merci beaucoup. Je rappelle, Monsieur Zohir Belkadi, vous êtes donc inspecteur d'éducation Oui. au ministère donc, de l'enseignement de l'éducation nationale, ancien aussi enseignant donc, de langue anglaise. Oui, Bonne chance oui. aussi à tous Oui. ces jeunes enfants qui aujourd'hui apprennent la langue anglaise. Ils sont brillants. Oui, ils sont brillants. Ils ont bien adopté la nouvelle langue, pour surtout ceux du primaire. Et en tout cas. Donc voilà, si vous me permettez, moi je tiens tout juste à souhaiter bon courage et bonne chance à tous les élèves algériens et beaucoup de réussite, Inch'Allah. Et je remercie encore une fois Canal Algérie pour cet accueil chaleureux et pour ce respect que vous portez au secteur de l'éducation. C'est très gentil, Voilà. bien aimable à vous. Bonne chance aussi à tous ces enfants, en particulier votre petit garçon. Ah, écoutez, j'en ai déjà. Voilà. Voilà, merci madame. bonne journée et bon courage. Je vous invite justement à parler donc, du régime alimentaire, cette fois-ci pour les personnes donc, atteintes de maladie cœliaque. Eh bien, il y a eu une rencontre médicale qui a eu lieu. Je vous invite à suivre ce reportage signé Samia Bouharour. Selon les spécialistes, environ 500 000 personnes sont atteintes de la maladie cœliaque en Algérie, ce qui nécessite une prise en charge spécifique et une hygiène de vie très correcte. Mais beaucoup de sensibilisation aussi pour éviter les complications de cette maladie. Cette rencontre a été organisée dans cette optique en présence de psychologues et de médecins de plusieurs spécialités. Aujourd'hui, j'ai été invitée pour parler un peu de la maladie cœliaque durant ces journées. Je trouve que c'est une excellente initiative parce que ça nous permet d'être en contact direct avec les patients. Des patients qui ont besoin d'être orientés. La maladie cœliaque, le diagnostic, la clinique et tout, on va dire que c'est relativement facile. Mais après, ce qui est difficile, c'est l'après-diagnostic. C'est vivre au quotidien. C'est choisir, comme disait la nutritionniste juste à l'instant, elle disait, on sait que la maladie cœliaque, c'est l'intolérance au gluten, donc tout ce qui est blé, seigle, orge et tout. Mais après, tout contient du gluten. Tout, quand je dis tout, c'est les produits cosmétiques, les médicaments, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on touche contient du gluten. Et malheureusement, le malade ne le sait pas spécialement. Des fois, il y a des patients qui viennent, ils me disent on suit le régime à la lettre, comme vous dites, et pourtant, quand on fait la fibroscopie, on a toujours les mêmes signes cliniques. Quand on fait la fibroscopie, c'est toujours la même chose. Les bilans biologiques sont toujours aussi perturbés. Ben là, parce que les pauvres, ils ne savent pas, avant de penser parce que quand on a une mauvaise réponse, si vous voulez, au régime, première chose, c'est est-ce que le régime est bien suivi? Et c'est là où servent ce genre de réunions. S'il y a quelques années, les farines et les autres produits alimentaires sans gluten étaient très rares sur le marché algérien, rendant le quotidien des malades cœliaques très difficile, aujourd'hui, les magasins, supérettes et autres grandes surfaces proposent de larges gammes de produits. Des foires aussi sont organisées pour faciliter le contact entre producteurs algériens et personnes atteintes de cette maladie. C'est la 4e édition. Et on a fait la première édition, c'était au niveau de Riyad al-Fath. C'était notre première expérience. C'était la même chose. La première fois, on a fait expo-vente, concours pour enfants et adultes. On a fait aussi une petite conférence médicale. J'ai eu le secourisme et pas mal de produits qui sont présents avec moi. Produits, bien sûr, que l'enfant lui-même demande. Allah Ibarik, comme vous avez déjà vu. Allah Ibarik. Et même les artisans de Maya, même les femmes qui préparent les ateliers, c'est des femmes qui sont toujours été présentes avec moi. C'est-à-dire, c'est un travail d'équipe. Les produits sans gluten, sans sucre, nous en général le conditionnement. Donc, il y a plusieurs produits, que ce soit les farines ou les édulcorants, ou même les sirops et tout. Donc, نسيو نسيبليو ونوفروا كامل واش يحتاجوا انسان سواء عنده المرض السكري ولا يحوس ياكل اكل صحي. Ces espaces donnent la possibilité aux intolérants au gluten de faire leurs emplettes et recevoir leur menu de façon variée. Je l'ai découverte il y a 2 années de cela. J'ai fait un bilan de santé pour un autre problème
par hasard. Parmi les paramètres, il y avait un paramètre qui n'était pas bon. Et comme dans la famille, on est cœliaque, on est 7 membres de la famille qui sont cœliaques, alors systématiquement, j'ai pensé à la maladie cœliaque. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup de produits. On est très satisfait parce qu'il y a beaucoup de produits, alors qu'il y a quelques années, les gens achetaient carrément du maïs et le faisaient moudre à la maison. Alors que maintenant c'est disponible, mais malheureusement ça coûte trop cher. Et il se trouve que c'est une maladie génétique, donc parfois il y a plusieurs membres d'une famille qui sont malades. On aimerait bien à travers cette rencontre passer le message de la prise en charge de cette maladie par les pouvoirs publics. Non, je ne suis pas concernée, mais ma petite fille, elle est concernée. Elle est cœliaque depuis qu'elle était, elle avait 2 ans. والحمد لله ربي يحبها وحبنا اللي فقنا لها في هذاك اللاج هذاك. Bon, c'était un peu difficile les premiers temps parce que le produit c'est le sans gluten ما كانش كاين. Donc الحمد لله كاين كلش الناس تعلمت تخدم الناس. D'ailleurs même sa maman, elle est cœliaque aussi. Voilà, elle a donné des efforts, elle s'est donné beaucoup d'efforts, donc alhamdoulilah, elle prépare tout. Alors on n'a pas du mal في le régime تاعهم. الحمد لله كنت يعني وليت نسوي في مريح لو ريجيم تاعي وليت كل حاجه ناكل كل حاجه قبل ما ناكلها نقرا المكونات تاعها ونشوف ونسقسي ماما واذا نقدر ناكلها ولا نو والحمد لله ان شاء الله نشفى ان شاء الله كامل اللي ياكلوا سون gluten يشفاو من هذا المرض. La prévention reste le seul moyen pour lutter contre toutes les maladies. Cela demande les efforts de toute la société civile, familles, écoles, associations, autorités locales pour fonder une société saine. Voilà, نطلبوا الشفاء لكل المرضى comme on dit, et j'espère que ces enfants vont retrouver le goût aussi de certains aliments parce que heureusement il y a des enfants qui guérissent donc de cette pathologie. Eh bien, on les accueille comme il se doit, les rubriques sont là, les invités également sont là, Yassine Yala est là. Bonjour Yassine. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien et vous? Très bien, en forme. On va Merci. parler donc de congés, on va parler des arrêts de travail, des absences exceptionnelles. Le congé annuel en fait partie, mais il n'y a pas que ça. On va parler du congé exceptionnel, du congé annuel, du congé sans solde et de la mise en disponibilité. Voilà, on va dire bonjour aussi à nos autres intervenants aujourd'hui. Samira. Bonjour. Bonjour Samira. Bonjour Amel, bonjour Bonjour. à tous. Comment ça va? Il a l'air très heureux, Yala. Bah, il est toujours Pour les heureux. congés, Wakela. Oui, c'est la période des congés. Il est heureux parce qu'on va commencer avec lui. C'est pour Peut-être. ça. Notre invité qui nous a rejoint, c'est le lauréat du concours de photographie. Bonjour et bienvenue, Mohamed Reda Aïd Sahada. Bienvenue. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien, on est heureux de vous recevoir. Vous allez suivre avec nous les rubriques, surtout celle de Yassine aujourd'hui, qui va nous donner quelques conseils, nos vies professionnelles, et c'est tout de suite après ça. Voilà, de retour. Alors, la vie professionnelle, il faut toujours parler de tout ce qui gravite autour. Et aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler, bien sûr, de ces absences exceptionnelles au travail. Exactement. Alors aujourd'hui, on va parler du congé annuel, du congé sans solde, du congé exceptionnel et de la mise en disponibilité. On va parler de droits, on va parler humain, mais surtout, on va parler de bon sens. C'est des droits fondamentaux, mais avec des obligations. Et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Tout à fait. On va commencer déjà par le congé annuel. Le droit à la pause. Oui, le congé annuel, bien sûr, c'est le plus connu. On commence par le plus connu, le congé annuel payé. Alors bien sûr, il faut se référer à ce que dit la loi par rapport à ça. Alors notamment l'article 194 du statut de la fonction publique, 0603, ainsi que les articles 39 et suivants de la loi 90-11, c'est-à-dire le Code du travail, qui dit que tout salarié ou fonctionnaire a droit à 2 jours et demi de congés payés par an. C'est-à-dire que si vous travaillez pendant toute une année, vous pouvez poser 30 jours de congé. Vous avez droit à 30 jours de congé. Mais attention, bien sûr que le congé annuel ou le congé payé est un droit et ce n'est pas une faveur, mais il y a aussi des obligations. Alors bien sûr qu'il faut le programmer avec l'employeur. On ne part pas parce qu'on décide de partir. Il faut programmer le congé avec l'employeur, conformément à l'article 51 du Code du travail. On peut aussi, il faut toujours ne pas perdre de vue que pendant son congé annuel, on peut être rappelé pour une nécessité de service impérieuse, conformément à l'article 49 aussi du Code du travail. Et aussi, il faut se référer aux notes internes. Parce qu'il y a toujours, pendant la période des congés, en général, c'est des périodes fixes.
En général, c'est l'été. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des entreprises qui ont besoin de personnel pendant l'été, Oui. qui travaillent plus pendant l'été. Donc, le congé à ce moment-là, il peut être pris pendant l'automne, l'hiver ou le printemps, mais pas forcément… Voilà, partager un petit peu son congé durant toute une année. Voilà, toute une année aussi. On peut ne pas prendre les 30 jours, sauf si l'employeur nous le demande. D'accord. Voilà, parce que ça reste un acte employeur Tout à fait. aussi. Il y a des reliquats aussi qu'il faut absolument… Voilà, les reliquats aussi. Bien sûr, on commence toujours par les reliquats avant d'entamer le nouvel exercice. Alors, il y a quelque chose de très important à garder en tête par rapport au congé. L'entreprise, parfois, peut, justement, comme vous le disiez, ne pas vous donner vos 30 jours pour nécessité de service, mais vous pouvez partir une semaine, 15 jours. Voilà, vous avez droit justement à la déconnexion. Autre chose aussi, il faut le dire, parce qu'on le voit aussi sur le terrain, particulièrement de la part des employés ou des fonctionnaires qui viennent vous dire « Moi, cette année, j'ai pas envie de partir en congé » ou « J'ai rien à faire. Ou « Mes années précédentes, j'ai beaucoup de reliquats. Est-ce que vous pouvez me les payer ?» C'est interdit. On ne paye pas de congé du tout. Le seul cas dans lequel on peut payer un congé, c'est lorsqu'il y a une démission où la relation de travail elle est complètement rompue. À ce moment-là, je paye aux fonctionnaires ou aux salariés tous les jours de congé non consommés. C'est le solde tout compte, le STC. Sinon, le congé n'est pas payé parce que ça va à l'encontre des dispositions du Code du travail et du statut de la fonction publique que chaque employé, chaque fonctionnaire a le droit à la déconnexion. Très bien, Voilà. c'est normal. Et on est obligé, en tant qu'employeur, on est obligé de préserver aussi l'intégrité physique et morale de ces fonctionnaires ou de ces employés, et ce, en leur permettant justement la déconnexion et le repos. Ça fait du bien. Et ça fait du bien, ça fait toujours du bien. Alors, voilà, déjà, il y a un beau panier Voilà, il y a un beau parasol. Ça annonce Voilà, les le fel, vacances. le fel, comme on Le dit. congé exceptionnel, c'est bon, la situation donc de la vie. Voilà, c'est les moments de la vie. Le congé exceptionnel, on a fini avec le congé annuel. Le congé exceptionnel, c'est l'utla al-istithna'iya. L'utla al-istithna'iya, c'est, comment on dit en arabe, c'est les moments de la vie. Alors, par exemple, on revient toujours à ce que dit la loi par rapport à ça. Alors, c'est justement pour les événements particuliers. Ouais. On en a tous à un moment de sa vie. Alors, il faut se référer aux dispositions de l'article 54 du Code du travail et aux articles 208 et suivants du statut 0603 de la fonction publique, si on est dans la fonction publique. Alors, en général, lorsqu'un salarié… Alors, c'est 3 jours payés, rémunérés, sans perte de rémunération, et qui ne sont pas déduits du congé annuel, parce que c'est un congé exceptionnel, et qui ne sont pas déduits de la rémunération mensuelle. C'est 3 jours lorsque le salarié ou le fonctionnaire se marie, sur présentation bien sûr du document, du livret de famille ou de l'acte de mariage. C'est 3 jours lorsqu'il y a la circoncision de l'enfant, sur présentation aussi du certificat médical de circoncision. C'est 3 jours aussi lorsqu'il… La naissance, bien entendu, bien sûr, lorsqu'il y a une naissance aussi, c'est 3 jours. Et aussi lorsqu'il y a un décès du conjoint, de l'ascendant, descendant ou collatéral premier degré, c'est-à-dire frère ou sœur. C'est ça le collatéral premier degré. L'oncle et la tante, c'est le collatéral deuxième degré. Là, c'est 3 jours uniquement pour le collatéral premier degré, sauf si les dispositions internes le permettent. Parce que parfois, les entreprises donnent plus que ce que la loi permet. Et à ce moment-là, il n'y a aucun mal à ça. Hein. Donc aussi, c'est 3 jours. Et c'est 30 jours au plus lorsqu'il s'agit d'effectuer un pèlerinage. C'est pour effectuer le Hajj. Une fois dans la vie, une fois dans la carrière professionnelle, vous avez droit à 30 jours ou un peu plus, parce que 30 jours rémunérés, sans perte de rémunération et qui ne sera pas déduit de votre congé annuel lorsque vous voulez, pour accomplir le 5e pilier de l'islam, qui est le Hajj. D'ailleurs, on salue le Hajj qui sont partis, le premier vol est parti hier ou avant-hier. Donc on leur souhaite Hajj Mabrour au passage, mais pas que. Donc 3 jours pour les événements que je viens de citer et 30 jours pour le Hajj. Mais aussi, on a droit aussi à 4 heures rémunérées par semaine pour suivre des études. Oui. Voilà, quand c'est une formation, quand c'est des études, parfois un peu plus. Hein. Parfois, c'est toute la journée qui est accordée, mais pour ça, il faut négocier. Ça, c'est pour la formation et on a le droit. On a le droit, il faut négocier avec son employeur parce que parfois, c'est une journée par semaine. Mais en tout cas, la loi vous donne 4 jours. 6 heures par semaine pour faire de l'enseignement, c'est rémunéré aussi. Quand on est enseignant, etc., on a droit à 6 heures par semaine, peut-être plus. Aussi, on revient toujours à la négociation. Le sport aussi. Exactement, pour participer à des manifestations culturelles ou sportives internationales. On a droit aussi à ça, sur présentation de ces documents-là. Voilà, donc pendant toute la durée de cette manifestation sportive ou culturelle, et aussi pour nos amis qui font partie du partenaire social, le syndicat, ils ont droit aussi à cette journée rémunérée ou ces journées ou ces quelques heures
pour peut-être assister à une formation syndicale ou à un séminaire, à des réunions, ou à un séminaire ou à des réunions, etc. Donc ils ont le droit justement conformément à la législation en vigueur. Donc bien sûr que ces congés sont rémunérés, ils doivent être justifiés, donc les documents doivent être remis et l'employeur n'a pas le droit de les refuser, sauf s'il y a un abus. Parfait, voilà. Parfait. Alors, il y a une autre forme de congé, c'est celui sans solde. Alors, le congé sans solde… Vous n'allez pas être rémunéré. Exactement. Le congé sans solde, c'est un congé, vous n'êtes pas rémunéré, donc il faut bien sûr faire la demande et attendre l'approbation, l'accord de l'employeur pour le congé sans solde. Alors, pour le congé sans solde, dans plusieurs entreprises privées ou à caractère économique, il ne peut pas dépasser c'est 1 mois par an. C'est 1 mois par an maximum de congés. Mais dans la fonction publique, c'est régi justement par l'article 215 du statut 0603 de la fonction publique, c'est maximum 10 jours par an, pas plus. Alors en général, c'est pour des raisons familiales ou personnelles impérieuses, peut-être pour des raisons, on peut pas… On n'a plus de congés. On n'a plus de congés, on a besoin de ces jours-là peut-être pour se soigner en dehors de l'arrêt médical reconnu. Alors que si l'employé ne veut pas donner de congé. Ou peut-être déposer un congé sans solde. Voilà, je veux pas. En général, on privilégie le congé. Si vous avez des jours de congé ou un reliquat, mieux vaut les consommer. Ce n'est pas un droit qui est accordé automatiquement. Si vous avez par exemple plusieurs jours de reliquat, mais vous demandez tout de même un congé sans solde, là l'employeur va vous dire non. Bien sûr que non. Parce que le congé sans solde, c'est vraiment très exceptionnel, c'est accordé vraiment dans des cas vraiment impérieux. Voilà, donc c'est ça le congé sans solde. Ok, on arrive à cette mise en dispo aussi. La mise en disponibilité, comme on dit en arabe. Alors la mise en disponibilité, c'est très spécial, particulièrement dans la fonction publique. Alors c'est une suspension temporaire de la relation de travail, c'est-à-dire que la relation de travail, elle est suspendue, vous n'êtes pas payé, vous n'avez pas, même vos droits, la retraite, etc., ils sont suspendus durant la période de mise en disponibilité. Et elle est demandée pour des raisons familiales, pour prendre en charge un enfant en bas âge, sur présentation d'un certificat, d'un extrait de naissance et du lien de parenté avec l'enfant. Voilà, en général, c'est figuré sur l'extrait de naissance. Ou peut-être pour accompagner le conjoint qui est astreint à changer, de lieu de résidence, sur présentation, particulièrement dans le corps diplomatique aussi, entre autres. C'est clair. Alors, sur présentation peut-être d'un contrat de travail ou d'une décision de mutation à l'étranger. Et aussi, on présente le lien de parenté avec ce conjoint. Un acte de mariage, voilà, un acte de mariage. Aussi pour des raisons de santé, pour des études, des formations. Et aussi, je le dis parce que c'est très important, une mise en disponibilité peut être demandée et accordée, ça c'est depuis 2022, pour créer sa micro-entreprise ou son entreprise. Ça, c'est très bien. Exactement, conformément aux dispositions de la loi 2222 du 18 décembre 2022, c'est nouveau, on peut demander une mise en disponibilité de 12 mois pour créer sa propre entreprise, qui peut être prolongée de 6 mois supplémentaires, c'est-à-dire maximum 18 mois. Et avant l'arrivée à échéance de cette mise en disponibilité, on doit impérativement demander soit la réintégration, on met son activité, sa micro-entreprise en pause, ou de côté, ou on arrête définitivement, ou on démissionne complètement de son poste auprès de son employeur, et on se consacre de manière intégrale, de manière exclusive à son… On peut pas les avoir en même temps. Non. Alors, c'est très bien parce que ça permet à une personne qui a un emploi, qui a peur de changer de vie, qui a peur justement donc rester dans son confort et bien sûr rester avec son employé, de pouvoir changer. Ça lui laisse quand même une année ça de laisse une année, voire plus, jusqu'à 18 mois. De 6 mois à jusqu'à plus. 18 mois, jusqu'à 18 mois, voilà, si vous demandez le… ce qu'on appelle sa zone de confort. Voilà, pour ne pas quitter… C'est le mot que je cherche. Voilà, pour ne pas quitter sa zone de confort. Alors, la durée de la mise en disponibilité, vous venez de le dire à juste titre, elle varie de 6 mois à 5 ans, maximum. Mais il y a 2 choses très importantes à savoir sur la mise en disponibilité. Alors, elle est accordée de droit, biqouat al-qanoun, comme on dit en arabe, lorsqu'il s'agit, là je parle particulièrement de la fonction publique. Alors, quand il s'agit d'élever un enfant en bas âge, sur présentation du document et de la demande, elle vous est accordée. Très bien. Voilà. Aussi, pour suivre le conjoint qui est astreint à changer de lieu de résidence, et aussi pour, en cas d'accident grave, d'infirmité ou de maladie grave du conjoint, de l'enfant ou du parent.
voilà, ou du parent, là, elle vous est accordée biqouat al-qanoun, c'est-à-dire de droit. Et aussi, Sans rémunération. bien sûr, sans rémunération, Ouais. de 6 mois à 5 ans. D'accord. Elle vous est accordée aussi dans un autre cas de figure pour convenance personnelle, les asbab shakhsiya, comme on dit en arabe aussi, D'accord. mais alors, même si vous ne voulez pas rentrer dans les détails, là, vous présentez un dossier et vous dites, et une demande bien sûr, c'est pour suivre des études ou pour quelque chose qui nous concerne, on ne veut pas vraiment donner la raison. Oui, on ne Et là, divulgue rien. voilà, on ne divulgue rien. Et elle vous est accordée suite à une réunion de la commission paritaire, une commission qui est représentée par des représentants, composée par des représentants de l'administration et des représentants des travailleurs. Et elle étudie votre demande, elle vous accorde ou pas cette mise en disponibilité pour convenance personnelle. Si elle vous est accordée, elle est de 6 mois jusqu'à 2 ans maximum, pas 5 ans. D'accord. Elle ne va pas au-delà de 2 ans. Parfait. Voilà. Voilà, vous avez Mais il y tout a une expliqué. condition à ça. Qui est Si vous prenez 5 ans de mise en dispo, vous ne pouvez pas démissionner jusqu'à ce que 5 ans passent. Bien sûr. Non, Voilà. on peut Ils demander. payent quand même les Non, charges. oui, non, on peut demander une réintégration. Oui. Si vous prenez par exemple une mise en disponibilité de 5 ans, on peut demander une réintégration avant l'arrivée à échéance de la mise en disponibilité. Et à ce moment-là, soit on démissionne, soit on réintègre son poste. Très Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce que je viens de dire, ce sont des droits, mais ce sont des droits réglementés. Il vaut mieux communiquer et ne pas disparaître lorsqu'il s'agit par exemple de congés. C'est une faveur, mais ce sont des droits aussi. Ce n'est pas une faveur, pardon, mais ce sont des droits, mais encadrés par la loi. Bien sûr, Voilà. et c'est clair, en tout cas. C'est clair Je pour l'espère tout le monde. bien. Merci beaucoup Yacine pour toutes ces Je informations. vous Vie en prie. professionnelle aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est beaucoup donc de conditions et ces absences exceptionnelles au travail. On va voir si notre invité travaille dans de bonnes conditions et il se permet tout cela. Il est architecte, on est heureux donc de le recevoir. C'est donc notre ami Mohamed Reda Aïd Sahada qui est lauréat donc, de ce concours de photographie organisé par les établissements agriculture. Marhaba bik. Allah يسلمك, merci. Alors, vous êtes architecte depuis Donc, déjà près de 2 ans. architecte depuis 2021. D'accord. Et je fais aussi de la photographie. Passionné par la photographie. Passionné par la photographie depuis pratiquement 14 ans à peu près. Et je vous avais dit que ça allait de pair pratiquement. Voilà, exactement. C'est-à-dire Entre c'est votre métier, c'est entre- toujours de l'art et de la création. C'est cela. Après- C'est l'œil surtout. qui- Voilà, exactement. C'est-à-dire tout ce qui est concept, création et tout. Donc, on est toujours dans le même univers. Après, donc, avant la photo, j'avais commencé par le graphisme en réalité. Après, c'était la photo. Après, c'était l'architecture. Donc, Oui. Et vous aviez pris déjà votre première photo à l'âge de 14 ans. voilà, enfin, mes débuts, c'était vers 14 ans à peu près, 14 ans, 13 ans. Vous avez été passionné déjà par l'objectif, Voilà, l'appareil photo. l'appareil photo et tout ce qu'on voit. Et à l'époque, vous aviez déjà le téléphone C'était un téléphone ou petit c'est un appareil. appareil C'était un petit appareil Quand photo. même. Voilà, c'est-à-dire un petit appareil. Après, au fur et à mesure, c'est-à-dire je m'intéressais de évolué. plus en plus. Et donc, c'est-à-dire j'investissais dans un matériel un peu plus professionnel pour avoir un meilleur résultat. Et là, vous avez donc participé à ce concours organisé par les établissements. Et ce qui était assez original, c'est que ça a été fait comme un marathon. Vous avez eu toute une journée avec, vous avez été au 3 Palais. jours. 3 jours, carrément. Vous avez été au Palais des Reyes, vous avez circulé un petit peu dans la ville. Exactement, c'est-à-dire l'idée c'était d'organiser déjà une présélection pour choisir 10 photographes à l'échelle nationale de toutes les villes. Tout à fait. Après, Vous avez fait partie de cette présélection. voilà, exactement. Après, ce qui a été fait, c'est de programmer 3 journées, le 26, 27 et 28 avril, le mois du patrimoine, Voilà. pour essayer que chaque photographe, selon son profil, selon sa vision, d'essayer d'apporter quelque chose, et d'apporter sa vision et de célébrer le mois du patrimoine. voilà, le mois du patrimoine à travers l'image. Donc les sorties, c'était la première journée, c'était le jardin d'essai et le bastion 23. La deuxième journée, c'était la Casbah, donc de la partie haute jusqu'à la partie basse. Et la dernière journée, c'était la grande mosquée et Temenfous. Alors, c'est des lieux qui sont un peu connus chez tout le monde, mais l'idée, par le grand c'est un public. peu une contrainte. Mais l'idée, c'est d'essayer d'apporter un regard neuf, des perspectives qui sont nouvelles, des angles qui ne sont pas déjà vus, etc. Alors vous, les perspectives, vous connaissez, hein, Voilà, parce que oui. c'est votre spécialité en Voilà, tout ce qui est architecture. géométrie, perspective et tout. Donc, c'était un peu dans le thème, c'est pour ça que j'ai voulu participer. Après, il y a d'autres personnes qui aiment plus le portrait, il y a des personnes sûr. qui s'intéressent à la photographie de rue. Donc, c'est un ensemble de photographes. Vous, depuis que vous êtes donc photographe par passion, vous avez déjà sillonné plusieurs villes d'Algérie, Oui. vous avez
avez été captivé par Gardaya déjà. Exactement. La lumière de Gardaya, c'est magnifique aussi. Exactement, c'est-à-dire Et bien d'autres villes. voilà, c'est-à-dire que ce soit les villes du nord ou les villes du sud, chaque ville a son âme et son histoire. Donc j'ai fait un peu le tour du nord, le sud. J'ai commencé par Timimoun, Gardaya. Et la photo qui a le plus marqué les jurys, c'était donc la grande mosquée. La Voilà. vôtre, c'était la grande mosquée d'Alger. C'était la photo sur la grande mosquée d'Alger. Donc il y avait l'organisation, c'était faite de la sorte. Donc vous avez chaque photographe qui doit proposer à la fin du marathon. Donc on prend les photos la matinée, enfin la journée. Après, en fin de journée, les photographes doivent envoyer déjà leur première présélection. À la fin du Ça a été dur de choisir pour vous? Oui, un peu, oui. Parce que quand on Toutes les photos sont belles. Voilà, toutes elles sont belles et on ne sait pas exactement laquelle qu'on devait choisir. Voilà, Après, il y avait le jury, c'est-à-dire nous demander d'envoyer 5, c'est-à-dire celles qui nous paraissaient les mieux. Après, avec l'aide du jury, on choisit la meilleure, la plus représentative pour nous représenter dans ce marathon. Très bien, c'est magnifique. Samira est aussi une bonne photographe, à temps perdu. Je sais pas, mais je prends des photos et des vidéos. Elle adore les photos, la photographie, les vidéos. Et elle a eu, en tout cas, à chaque fois. Peut-être qu'elle aurait dû participer à ce concours. Oui, je voulais, on avait reçu l'organisateur et j'ai oublié. C'est dommage. Peut-être la prochaine fois. Sinon, on va revoir votre photo, puisque la photo avec laquelle vous avez eu le prix, c'était donc la photo de Jamal Jazair. Et puis, bien sûr, le membre du jury qui était aussi, pour la plupart, des photographes aussi. Il y avait 2 photographes et un artiste peintre. Et un artiste peintre, et pas des moindres. Voilà. Cette photo, c'est une belle perspective. Comment on appelle ça en architecture? Enfin, c'est une photo où il y a une certaine symétrie. Vous avez donc une composition en symétrie. Vous avez la partie gauche qui ressemble à la partie droite. Pratiquement. Ça, c'était pas la photo avec laquelle j'ai participé, c'était une autre. D'accord, ok, on va en voir. Mais ça fait partie des 5. Voilà, ça fait partie des 5. Voilà. C'est pas avec celle-là que vous avez gagné? Non. Celle-là, elle faisait partie des 5, mais c'était pas la... D'accord. Alors, il y a eu le premier prix, vous, c'est le deuxième. Le deuxième, Le premier prix, c'était donc... Le premier prix, c'était une photo dans la Casbah d'Alger. Donc, il y avait 2 personnages qui étaient donc dans la ruelle, dans une ruelle à la Casbah. Je l'ai vu, donc, avec le drapeau algérien. Très bien. C'était la première place. Et il y a la troisième place, c'était une photo aussi dans la grande mosquée, mais avec un angle et une perspective. Celle-ci Celle-ci, c'est la citadelle d'Alger. Ça fait partie des 5 avec laquelle c'est le quartier de Lara? C'est la partie la plus haute. Les quartiers de Lara, de Lara, pardon. L'Era, exactement. Et aujourd'hui, en tant qu'architecte, c'est une valeur sûre peut-être pour vous, une supplémentaire? La photographie? Oui. Oui, c'est-à-dire en réalité, il y a toujours un lien entre les deux parce que en réalité, quand on commence par exemple des études d'architecture, vous devez avoir toujours des références, des exemples, des inspirations et tout. Donc le moyen avec lequel c'est-à-dire qui nous fait arriver différentes architectures à travers le monde, c'est la photographie, les dessins, donc les plans et aussi le support visuel. Donc c'est important, c'est le moyen de faire voyager justement ces architectures, ces bâtiments, ces villes. Donc c'est déjà ça. Après, et vice-versa, c'est-à-dire la photographie aussi, elle permet de ça, c'est l'allée des bambous, je l'avais reconnu. On l'a vu. Oui, c'est celle du jardin, exactement. Le jardin d'essai. Et puis, ce que vous me disiez d'ailleurs, en tant qu'étudiant, vous avez fait aussi un très beau projet qui mériterait d'être valorisé encore une fois et de pouvoir en parler. Vous avez travaillé sur la cité Climat de France. Voilà. C'est-à-dire en 2021, lors du master, c'était une thématique, c'est-à-dire au sein de ce qu'on appelle un atelier d'architecture, car l'enseignement c'est-à-dire en architecture, il est organisé sur ce qu'on appelle un atelier. Avec Mariam Maïsa? Non, c'est avec M. Adel Souami, mais elle était dans mon jeu. Ça c'est une photographie de notre ami Yazid, qui lui aussi est photographe à ses temps perdus. Il a de très belles prises quelquefois, tout comme Samira. Voilà, bravo.
en tout cas pour cette belle photographie. Alors, c'est vrai que c'est un travail qui a été récompensé, salué aussi par vos pairs. Hein. Mon travail d'architecture, Oui, oui. Exactement. C'est-à-dire mon travail sur la transformation de la cité Climat de France, qui a été faite par l'architecte français Fernand Pouillan. Oui. J'ai eu pour ça un prix d'excellence en architecture, parce que c'est une thématique d'actualité même à travers le monde. C'est-à-dire l'idée, c'est aujourd'hui, au lieu de démolir ou de construire uniquement de nouvelles choses, il y a de nouveaux défis, de nouveaux challenges pour les architectes. C'est d'essayer déjà de faire l'état des lieux de ce qui existe, et notamment par exemple ici en Algérie, dans le secteur résidentiel, où il y a par exemple beaucoup de constructions qui sont inachevées. Donc sur le plan urbain, sur le plan fonctionnel, esthétique, il y a beaucoup de travail dans ce sens, et c'est pour ça que la thématique qui a été choisie par les enseignants, c'est-à-dire pour travailler sur les grands ensembles au niveau de l'Alger. Donc moi j'ai travaillé sur la cité Climat de France, il y avait Diar el-Mahsoul, Diar Saada, Diar el-Kef. D'ailleurs, c'est la première question que je vous ai posée. Est-ce que c'est Diar el-Mahsoul Non, c'était Climat de France. Voilà. C'était donc ces grands ensembles. On essaye un peu d'analyser, de faire des enquêtes sociales, d'essayer un peu de comprendre les problèmes. D'ailleurs, vous étiez parti chez les habitants carrément. C'était plusieurs journées, donc on passait beaucoup de temps là-bas. Pour essayer déjà de comprendre, essayer d'intervenir et de se projeter, c'est-à-dire en tant qu'architecte algérien en Algérie, d'essayer d'apporter des solutions. Peut-être préciser que ce sont les seuls habitants en Algérie qui connaissent le nom de leur architecte, de l'architecte qui a construit les cités. C'est des cités qui ne seront jamais détruites. C'est des cités, des quartiers qui sont protégés par la loi. Ils sont classés, et c'est pas n'importe quelle cité. Dans des cités, c'est du social, mais quel social? C'est-à-dire avec du marbre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une autre vision aussi de la vie à l'intérieur de ces immeubles. C'est différent de l'époque. Donc c'est un nouveau regard que les architectes peuvent apporter aujourd'hui à cette jeune génération qui ont d'autres besoins sociaux. Hein. Exactement. C'est-à-dire elles sont devenues un peu obsolètes, donc il faut les actualiser, les transformer pour les rendre... C'est clair. Vous avez fait un très beau travail sur avec son président de jury, ou le membre du jury, mais les deux, même Adel Souami, on avait travaillé sur la rue Tanger, qui contient d'abord d'un trottoir à un autre, j'ai envie de dire, il y a un siècle de différence, d'architecture différente. On peut le voir sur les façades. Bien sûr, Maïsa, on a travaillé sur la cité du bonheur, la cité confort. Voilà. Sur le travail aussi de Pouillan, qui est extraordinaire, qui a apporté les premiers logements sociaux, c'est à partir des années 50. Tout à fait. On a débarrassé les bidonvilles, on a tenté, après le 1er novembre, les Français, pendant la colonisation, ont tenté d'intégrer ce qui est... Enfin voilà, très bien. On n'aura pas le temps de tout débattre. Mais en tout cas, on a été ravis de vous avoir reçu pour parler bien sûr de cette récompense, ce prix. Bonne continuation, que ce soit pour la photographie ou l'architecture. On sera là pour vous recevoir pour tout autre prix. Eh bien, tout de suite, on va parler écume et patrimoine avec Samira et dans sa rubrique, bien sûr. Alors, c'est vrai que la passion remonte tout de suite. Ça prend une très belle porte, la porte de la mer. On voit toute la demi-couronne d'Alger. Voilà, notre architecte aurait pu prendre de belles photos là-bas aussi. Et il y a 50 000 palmiers qui ont été plantés par Pouillan au moment de l'inauguration. Donc, on va parler de Tidis aujourd'hui. Alors, vous allez nous emmener du côté de Constantine. Oui. Alors, de Constantine, je vais le dire une fois parce que je ne pourrais pas le redire, c'est Castellum Diti Tanarum. Voilà, le nom originel, on va dire, de Tidis. À l'origine, Tidis n'existe pas. Le mot, c'est juste rentré dans le langage usuel. Donc, c'est Tidit, voilà. Donc, ce qui m'intéresse à Tidis, on va dire, c'est un personnage particulier, un personnage qui a marqué son histoire, l'histoire de l'Algérie, mais pas que, de la Numidie, bien sûr, puisqu'il est africain, il est berbère, c'est un berbère romanisé, c'est surtout un citoyen, il est devenu citoyen de l'Empire romain, et il a évolué, il a eu une très très belle carrière, on va dire, par rapport à beaucoup. On connaît son histoire parce qu'elle est gravée dans la pierre, parce qu'il y a énormément de stèles votives à Tidis. Tidis, c'est Quintus, Lollius, Urbicus. Celui aussi, c'est un peu compliqué. Il a été le gouverneur, alors moi je vais abréger, il a été le gouverneur de Britannia. Britannia, c'est quoi? C'est la Grande-Bretagne. Oui. Il est celui qui, au IIe siècle, il faut de notre ère, donc du temps présent, il a été nommé par l'empereur Antonin le Pieux. Donc on est dans la deuxième légion de Gémini.
Sirta, en fait, c'était Tidis. Là, on va dire c'est Qsantena al-Qdima. C'est les premières habitations. Mais c'est des habitations qui ont été forgées dans la... Enfin, plutôt dans la roche, exactement. Mais avant eux, il y a eu les Byzantins, il y a eu les Phéniciens. C'est un lieu chargé d'histoire. Mais ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que là, on découvre la ville. La ville est construite comme toutes les villes romaines. Ça continue, c'est resté. C'est resté, bien sûr. Alhamdoulilah. On est après les Italiens, incroyable. Ceux qui détendons un océan de patrimoine, comme dirait Ginette Thomasy. C'est interminable et tout n'a pas été découvert. Alors lui, ce personnage, il est très important parce qu'il a traversé, il est allé très loin. Il a vaincu, dans plusieurs batailles d'ailleurs, les Brigantes. Qui sont les Brigantes? Ce sont les Celtes. Il a construit le mur d'Antonin qui s'étend sur 63, à peu près comme ça, parce que tout n'a pas été aussi découvert en Grande-Bretagne. Donc il a vaincu les Celtes, c'était pour Antonin, c'était pour Adrien. Il y a deux murs, hein, le mur d'Adrien et le mur d'Antonin. Donc il l'a dédié à son empereur en fait, mais il reste gouverneur. Il était modeste, il était simple, et même le temple qu'on a vu, et les constructions étaient très simples. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'est un berbère, c'est un Algérien, un numide, et qu'il n'avait pas totalement l'esprit des Romains. Donc, il était dans la simplicité. Il a construit un tombeau, un cénophatum, j'ai réussi à le dire, dédié à sa famille, son père, sa mère, Grania, son frère Marcus, son deuxième frère, donc son deuxième frère et son oncle Publius. Voilà. Donc, on a tout ça sur la pierre. Non. C'est pas facile. Oui, vous auriez dû avoir vos notes devant. Oui, dans l'urgence. Voilà, donc on a tout ça, on a une construction aussi. C'est super intéressant puisqu'on a jusqu'à aujourd'hui des choses qui ont été découvertes. Alors, l'Imeddaoum, je pense à la colonisation, ce qui n'a pas été transporté en France, est au musée de Sirta, le magnifique musée. Il faudrait peut-être restituer. Oui, voilà, Inch'Allah. Il y a du travail qui a été entamé pour ça et on espère que ça va se faire. Sinon, on peut voir ce qui a été récupéré et déposé au musée de Sirta. Il y a eu des trésors de monnaie qui ont été trouvés. Il y en a un peu au musée de Sirta. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des sesterces, donc la monnaie romaine de l'époque, qui a été frappée pour célébrer, par exemple, les batailles gagnées par Urbicus. Voilà, on les voit. Exactement. Très bien. Bon, en tout cas, rapide. Voilà. En tout cas, vous nous avez donné envie d'aller découvrir un peu plus Tidis. C'est pas que ça, c'est toute une construction avec des termes, avec des forums, avec des choses qui existent et qui sont visibles. Et surtout, ça raconte le culte aussi, parce qu'il y a énormément de cultes. À partir du païen jusqu'au chrétien, en fait. Très bien. Voilà. Ça sera peut-être la suite pour une autre rubrique. Merci beaucoup, Samira. C'est toujours un plaisir de voyager avec vous à travers notre histoire et notre patrimoine. Merci à vous tous d'avoir partagé aussi ce moment avec nous, entre bien sûr la vie professionnelle, le concours, et puis Samira, l'histoire et le patrimoine. Je vous dis donc tous les deux, donc Yacine c'est samedi et Samira vendredi, bien entendu. Et notre invité, on lui dit bonne chance pour ses études, plutôt non, pour sa vie professionnelle, carrément, exactement. Et d'autres vies dans la photographie. Allez, je vous laisse repartir avec ce fameux concours donc, de photographie qui a été suivi par notre journaliste Feriel Chir. On se retrouve juste après. Des visiteurs émerveillés, des enfants curieux et des photographes passionnés étaient réunis dans un monument chargé d'histoire. Sous le soleil d'Alger, le Bastien 23 devenait le théâtre d'une rencontre entre mémoire, art et jeunesse. Je suis venue avec ma famille et pour visiter l'Algérie. Je suis allée à la Makem Chahid et je suis impressionnée par l'architecture du musée. Le palais est très joli. Ça fait plaisir de venir dans un endroit comme ça en Algérie. C'est super beau. Et ça fait énormément d'émotion de venir regarder d'aussi belles choses. À l'intérieur du musée, de grandes affiches présentent une trentaine de qsous du sud algérien, illustrant les médinas du désert, témoignant de la richesse et la diversité de ce patrimoine unique.
Les visiteurs s'arrêtent longuement devant ces images, les yeux remplis d'admiration. Nous sommes enfin décidés à visiter le Bastion 23 et on va repartir vraiment avec la tête pleine de souvenirs puisqu'on a pu réaliser enfin ce désir de visiter ce lieu. Joindre l'utile à l'agréable. Et c'est lors de notre visite que nous avons rencontré un groupe de photographes qui participent à un concours dédié aux monuments historiques. Leur objectif, valoriser et rendre hommage à ces sites chargés d'histoire. Il y a eu 10 photographes sélectionnés sur l'ensemble des participations qui étaient les meilleurs photographes de ce qui a été envoyé comme portfolio. Donc 10 vont s'affronter pour photographier des sites historiques, culturels et qui représentent la beauté de la ville d'Alger. Cette initiative elle est très intéressante pour nous photographes et en même temps pour mettre en valeur tous les sites emblématiques d'Alger. Elle est intéressante pour nous en tant que photographes pour échanger avec des photographes de différents pays, avec différents profils, que chacun essaye d'apporter sa vision, ses idées pour essayer de mettre en valeur tout le patrimoine et l'image de marque de la ville d'Alger. L'idée c'est d'essayer que chacun apporte sa vision pour mettre en valeur ce patrimoine qui nous appartient à tous. À travers l'objectif des photographes et le regard admiratif des visiteurs, le palais de Raïs a révélé toute sa splendeur. C'est vrai, déjà que le palais des Raïs, c'est une architecture à part entière magnifique. Donc à visiter absolument, c'est loin du patrimoine. Allez-y, c'est le moment de faire de belles visites de notre patrimoine. Eh bien, on l'accueille comme il se doit. Chaque lundi, elle est parmi nous, elle a le sourire et surtout, elle nous donne de bons conseils pour les utilisateurs de la route. Eh bien, tout de suite, c'est à elle. Bien sûr, c'est Hasna. Hasna Zouiri, bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Très bien. Super aujourd'hui. Vous êtes aussi aujourd'hui avec un invité? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc c'est Monsieur Lahsen Boubka que nous recevons aujourd'hui au niveau de Bonjour d'Algérie. Donc vous êtes directeur des études au niveau de la délégation nationale à la sécurité routière. Oui, tout à fait. Donc je représente un petit peu brièvement la délégation ML de la sécurité routière. Donc c'est une délégation, c'est une institution qui a été installée il y a 4-5 ans de cela. Pour un peu, voilà, en 2019, donc c'est 5 ans. Elle englobe et elle réunit aujourd'hui différentes donc, ministères, enfin les directions des travaux publics, des transports aussi. Ça veut dire que la délégation nationale a été créée, c'était la fusion de 2 centres. C'était le Centre national de prévention et de la sécurité routière. Tout à fait. Et qui est relevé de l'intérieur, et le Centre national des permis de conduire qui est relevé du ministère du Transport. Donc c'est cette fusion avec laquelle on a créé donc, la délégation nationale à la sécurité routière en novembre 2019. Et j'étais présente lors de votre installation. Donc aujourd'hui, vous faites un travail remarquable par rapport à la prévention routière. Vous menez de nombreuses campagnes de sensibilisation à longueur de l'année. Vous êtes présent dans pratiquement les wilayas du pays. Moi qui fais un travail de proximité, donc j'avais croisé vos représentants au niveau des wilayas. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire déjà un état des lieux par rapport au nombre d'accidents de la circulation? Donc on a une petite comparaison, on avait parlé dans les coulisses entre 2023 et 2024. Et éventuellement les campagnes de sensibilisation qui sont menées par la délégation. Merci. Oui, bien sûr, tout à fait. Je peux vous faire un petit bilan juste pour l'année 2024. Donc, pour l'année 2024, donc, nous avons eu donc, 26 272 accidents pour donc, 35 566 blessés et 3 740 tués malheureusement. Donc, il y a eu une légère augmentation par rapport à 2023 qui est de l'ordre pour les accidents de 6%, de 4% pour les blessés et de 3% pour les tués. Donc, il est presque, donc, on peut dire qu'il y a une certaine stabilité par rapport donc, dans l'augmentation. C'est une augmentation très légère qui n'est pas aussi importante que ça. Donc,
Si je reviens par rapport donc, à tout ce qui touche à la prévention et la sensibilisation, donc la Délégation nationale de la sécurité routière dispose donc de 4 campagnes importantes tout au long de l'année. Donc nous avons la première campagne qui est la rentrée scolaire, donc qui est destinée aux enfants, donc par rapport donc, à la rentrée scolaire. Donc on fait donc la prévention, la sensibilisation au niveau des écoles, donc au profit des écoles, On a l'habitude de on vous investit, recevoir dans voilà, ce sens, exactement, ce on investit beaucoup sur les enfants parce que c'est eux qui sont les conducteurs de demain. Donc d'ailleurs, si vous voyez donc tous les outils pédagogiques que nous avons, ils sont destinés pour les enfants. Donc et aussi pour les 3 paliers, donc on a fait les 2 paliers donc pour les élèves du primaire et les collégiens du moyen. Donc nous avons aussi donc la deuxième campagne la plus importante, c'est la conduite en période hivernale. Nous avons aussi la troisième, c'est aussi important, c'est pour le mois de carême, donc où il y a une augmentation sensible des accidents par rapport à la vitesse, le manque de sommeil, donc les gens veillent très tard la nuit, donc c'est des facteurs qui contribuent donc à augmenter le nombre d'accidents. Et nous avons aussi la plus importante qui est celle donc, qui dure aussi, c'est les grands départs en vacances, aussi c'est la ruée vers les plages, donc pour les 16 wilayas du littoral, donc il y a une mobilité très importante donc, des véhicules. Très bien. On avait parlé aussi éventuellement, M. Boubka, par rapport donc, à cette introduction de ce module au niveau des écoles, notamment au palier du cycle primaire. Oui. Donc, une semaine pour l'éducation civique et une semaine pour l'éducation routière, ce qui est un pas très important aujourd'hui pour essayer un peu de sensibiliser cette nouvelle génération à la problématique justement de la sécurité routière. Oui, tout à fait, comme je viens de le dire, donc pour nous c'était un combat aussi qu'on a mené, c'est pour l'introduction donc de la sécurité routière au niveau donc des écoles, surtout par rapport aux primaires et aux collèges. Donc pour donner une certaine éducation routière à nos enfants pour qu'ils grandissent avec tout en connaissant le code de la route, tout en leur expliquant les bonnes manières, les bonnes façons de conduire et le respect donc du code de la route. Donc cette année, nous avons eu la chance donc le ministère de l'Éducation a programmé la première leçon sur la sécurité routière à travers donc les 58 wilayas du pays. Donc la première leçon était donc sur le thème de la sécurité routière et c'est un pas très important. Aujourd'hui, la délégation elle a aussi une autre mission, à savoir essayer un peu de récolter ces informations qui sont avec. Donc vous travaillez en collaboration avec les services de sécurité. Donc vos statistiques et ce que vous faites aujourd'hui est communiqué comme donc à travers le territoire national, ce qui est global. Les statistiques, donc c'est des statistiques qui concernent les 58 wilayas du pays et à savoir donc statistiques de la gendarmerie, de la police et de la protection civile éventuellement. Donc on avait parlé dans les coulisses aussi donc par rapport aux points noirs qui sont recensés. Aujourd'hui vous avez fait un travail justement de recherche par rapport à ce point. Oui, ça veut dire pour l'année 2024, nous avons recensé au niveau sur le territoire national, nous avons recensé 326 points noirs. Donc le travail de la délégation, c'est d'informer M. Liwali sur les différents points noirs existants dans leur wilaya respective. Donc 172 points noirs ont été traités et 136 points sont en cours de traitement parce qu'ils nécessitent des aménagements. C'est le cas aussi donc, du plus important qui est celui de Djoubahia au niveau de Bouira qui est un point noir très important au niveau du centre du pays. Très bien. Aujourd'hui, ces points noirs, justement, c'est l'état des routes aussi qui contribue un petit peu, même si le facteur humain il est de 96, un peu plus de 96%. Plus de 96-60, oui. Donc voilà, aussi l'état des routes, ce qui reste est partagé entre l'état des routes et l'état des véhicules. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites justement les campagnes de sensibilisation? Est-ce qu'ils visent aussi les automobilistes, mais aussi les autorités locales, donc les wilayas, puisque vous avez recensé ces points noirs justement pour essayer de sensibiliser par rapport aux points noirs pour qu'ils soient traités?
Oui, tout à fait. Alors, Donc, on va clore pour les points noirs, ça veut dire, nous, au niveau de la délégation, ça veut dire la définition d'un point noir, c'est là où donc, il y a 3 accidents au niveau de l'année, 3 accidents graves, soit donc il y a des tués ou des blessés graves. Donc, pour nous, sur un tronçon de 100 mètres, c'est un point noir. Donc, ces points noirs qui ont été recensés par les différents services, donc soit par les services de la DGSN ou de la gendarmerie nationale, sont transmis à M. Liwali donc, pour les prendre en charge et les traiter. D'ailleurs, on a vu que pas mal de projets ont été réalisés ces dernières années. Donc, de nouvelles axes routiers qui ont été inaugurés. Voilà, oui, donc de nouvelles routes, de nouvelles autoroutes. Exactement. Il y en a qu'on rénovation des anciennes routes aussi, chemin de Wilaya. Oui, c'est ce qui a permis aussi une certaine amélioration, ça veut dire de la circulation et de la mobilité, donc à travers les 58 wilayas. Donc il y a eu donc le dédoublement des routes. Il y a eu aussi la route est-ouest, donc l'autoroute est-ouest. Donc il y a aussi donc dans les bonus pour les automobilistes, voilà, les usagers de la route. Ça veut dire qu'ils peuvent donc circuler avec une certaine aisance, au moins dans ça veut dire des routes qui répondent aux normes internationales. Très bien. En tout cas, vous êtes là pour nous donner toutes ces informations et nous donner justement les réussites dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Hasna. Et on remercie notre invité. Bien sûr, merci de répondre présent aujourd'hui avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Très gentil d'avoir été parmi nous, Monsieur Bouka. Je vous dis à très bientôt et bonne chance pour tout ce que vous faites. Merci. Voilà. Beaucoup. Hasna, on se dit à lundi prochain déjà avec d'autres conseils. Et je vous laisse tout de suite apprécier cette chanson Nostalgie. C'est Ahmad Zahil Allah yarhamou. On va en parler juste après avec bien entendu Amina Zeri. Ahmad Zahi qui continue toujours à avoir ses fans un peu partout et qui aussi, ses idoles, qui continuent à perpétrer en tout cas sa tradition et surtout le chant donc, de Ahmad Zahi. Tout de suite, on va parler donc de cela avec Amina Zeri. De retour. Bonjour Amina. Bonjour, ça va Chaki, ça va? Très heureuse de te retrouver. D'abord avec les couleurs de mon équipe préférée. On a gagné le Barah. Tu as pensé à moi le Barah. J'ai beaucoup pensé à toi Amina. Merci. Donc je dis bonjour à tous nos amis en Algérie et à l'étranger. Donc les fidèles de Bonjour d'Algérie, toujours dans le cadre, aussi. voilà, dans le cadre du mois du patrimoine
patrimoine. J'ai l'honneur, c'est un hommage qui sera rendu à une figure emblématique de la chanson algérienne. Il s'agit du grand Amimar, Amimar pour les intimes. D'ailleurs. Hein? Voilà, donc Amimar, Amr Zahi, Cheikh El Bled, à travers un invité. Donc j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui un collègue. Il a passé des années dans le plus beau métier du monde, le journalisme. Oui. Il est aussi écrivain, c'est Monsieur Saïd, donc qui vient de publier son 6e livre, son 6e ouvrage, une légende de renouveau de la chanson Cha'bi. C'est un travail. Bonjour monsieur, merci d'être venu. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup. Donc Amel, c'est un travail de recherche, une biographie qui relate la vie de Amr Zahi. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de le lire, qui s'adresse aux mélomanes, aux amoureux de Amr Zahi. N'est-ce pas? C'est un livre tant attendu par les amoureux du Cha'bi, n'est-ce pas? Oui, c'est un livre très attendu, parce que j'ai remarqué que autant on aimait Amr Zahi, mais autant on l'ignorait. C'est vrai. Vous ne connaissez pas trop sa personnalité? C'était une personnalité mystique, mystérieuse, avec beaucoup de secrets, beaucoup de sagesse, beaucoup de sagesse. Et c'était très difficile de cerner, de contourner les éléments de sa vie. Donc on l'a fait, donc ça nous a pris 3 ans de recherche. Et avec l'aide, une collaboration extraordinaire et très importante de M. Aït Aoudia, qu'on salue de passage. Président, que je salue, c'est un ami. Il est président de l'association Les Amis de la Rampe-Vallée. C'est un ami d'enfance de Zahi. C'est lui qui m'a conseillé, c'est lui qui m'a aidé. Nous avons été donc jusqu'à son village natal, pour commencer, pour voir cet enfant. Et là, on nous a conduits dans sa maison, vers sa maison natale, et nous avons rencontré des personnes âgées, des femmes, des hommes, des octogénaires, qui se rappellent de cet enfant. Et c'était une expérience alors extraordinaire. On nous a dit, voilà la maison où il est né. Et donc, quand il sortait de l'école déjà, il n'était pas comme les autres, dans ce sens où il ne jouait pas beaucoup avec les enfants, isolé, il était réservé. Il ne jouait pas au ballon, les enfants de son âge couraient et faisaient cache-cache, et lui il s'asseyait dans une pierre, comme ça sur une pierre, et il regardait un paysage. Mais alors quand on nous a montré ce paysage, c'est l'expression de la beauté de l'Algérie dans cette image magnifique avec une prairie, une végétation extraordinaire et tout à fait au fond, le pied de la montagne. On nous a dit, c'est là qu'il s'asseyait et il méditait. Ça l'a nourri. Mais à quoi pensait un garçon de 6 ans, 7 ans? On ne le sait pas. C'est là qu'il méditait et rentrait chez lui, prendre son goûter. Et c'était déjà les premiers prémices, les premiers contours de cette personnalité, parce qu'il faut toujours remonter à l'enfance. Et puis il y a eu cette séparation de ses parents. Son père est parti un jour, on ne l'a jamais revu. Et cette blessure d'Amar est restée ouverte. La séparation entre le papa et la maman aussi. Et on dit que les blessures de l'enfance ne guérissent jamais. Voilà. Et son grand-père est venu donc en 1949. Il a ramené sa fille et ses enfants donc, avec le petit Amar. Et il s'installe donc à la rue la Rampe Vallée à l'époque, au numéro 19. Justement, je voulais que M. Saïd nous parle, Amel, de l'enfance de Amr Zahi, son quartier populaire, la Rampe Vallée ou la Rampe Vallée. C'est là qu'il a grandi aussi, du café mythique Haouchine. Ce café fréquenté par des artistes depuis les années 50. Donc, le café mythique Haouchine. La Rampe Vallée, c'est sa vie. Il est resté, il a vécu toute sa vie jusqu'à sa mort. La Rampe Vallée, c'est une école, parce qu'il était jeune encore, il était très jeune. C'est une école, c'est quelques amis et des camarades de classe. Et parmi ces camarades de classe, parmi ses voisins, il faut citer un très fondamental, qui est Boualem Bellemou, qui habitait l'immeuble à côté. Amar habitait le 19 et la famille Bellemou le 21, c'est-à-dire à côté. Une amitié indescriptible.
Et ce Bellomo était déjà un artiste, il jouait avec tous les instruments. C'était un génie, un petit génie. Vous lui donnez n'importe quel instrument, n'importe, une flûte, harmonica ou une guitare, au bout d'une heure, vous revenez et il vous joue un air sublime. C'était inné. Et Ammar, ce n'était pas n'importe qui. Ammar, il avait une ouïe fine, musicale, très fine. Il écoutait, il mémorisait et il s'imprégnait déjà des instruments. Et c'est Boualem qui va initier son ami intime à la guitare. Je voulais juste poser une petite question. Boualem Bellemou, il n'a aucune relation avec le fameux Bellemou, celui qui a fait une révolution dans la chanson là, il n'a rien à voir. Non. Parce que les gens peut-être se demandent. Vous avez raison. C'est à quoi j'ai pensé moi aussi. Oui. Et ce Bellemou, il avait un don de la musique. D'accord. Il l'initiait à la flûte, il l'initiait à l'harmonica. Ils sont amis et ils s'aimaient beaucoup. En tant que petits frères, ils s'aimaient comme des frères. D'accord. Et puis, un oncle, voilà, un déclencheur, un oncle de Zahi, Issaad, était un journaliste à la radio dans les années 50. D'accord. Oui, Issaad Ahmed. Et chaque fois qu'un nouveau Issaad, la famille 16, quand même, c'est une famille d'artistes. Je vous l'ai dit. Ammar est né dans deux familles nobles. Les Issaad, du côté de sa mère, et les Aïdzaï. C'était des notables. Il a pris de cette notabilité, de cette expérience. Ce sont des gens respectables des deux côtés. Oui, il a bien évolué dans une famille très respectable. Et ce Ahmed Issaad, chaque fois qu'un disque sortait à l'époque, c'était l'un des premiers à acquérir ce disque. Et il écoutait à la maison sur un 33, sur un tourne-disque, avec son neveu Ammar et Aïd Aoudia, qui est toujours vivant. C'est lui qui m'a raconté cette très belle anecdote. Il fait un travail remarquable. Extraordinaire. Il dit alors on était là et on écoutait les chansons de Richard Anthony, les chansons de Dalida, les chansons de Tino Rossi. Et Ammar, quand il écoute, ce n'est pas comme vous et moi. C'était un génie. Il avait un don de s'imprégner, un don d'imiter aussi. Et dans la rue, son ami Bellemou lui prête une guitare. C'est le fallait Ammar lui donne la guitare et il commence à jouer de la guitare. C'est Bellemou qui lui apprendra les accords. Ammar n'a jamais fait le conservatoire, jamais. Incroyable, autodidacte. Où est-ce qu'il a appris d'après vous? En bas de chez lui, une petite impasse, d'ailleurs c'est sur la photo, impasse Shabiba, Madrasat Shabiba. Alors j'ai été là-bas avec Aoudia, c'était le conservatoire à ciel ouvert, le petit Ammar, en train de chanter. Et il imitait les grands chanteurs qu'il entendait à l'étage. D'accord. Tel que Richard Anthony, tel que Charles Aznavour. Et il m'a dit, Wallah, اللي ما سمعش زاهي يغني شارل أزنافور يسمع والو. On était là, joyeux, bruyants, comme toutes les bandes de jeunes. On va dire لهم اسكتوا دقيقة. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi. On était avec des gestes, avec une façon de continuez la chanson, vous avez une très belle voix. C'est vraiment des anecdotes extraordinaires. J'ai une voix qui effraie par rapport à... Non, elle est belle. Vous racontez si bien. Elle est belle la voix. قلت لك صحاب الشعب اليوم يشيخوا معنا. حين يشيخوا معنا. Vous avez même cité quelques noms qui ont... Allez-y. Oui, et j'ai remarqué dans ce livre, parce que j'ai reçu beaucoup d'échos, et j'ai animé aussi des conférences, par exemple à la galerie Asla, qui est vraiment un espace extraordinaire, ça fait 2 jours. Beaucoup de gens me posaient des questions sur sa vie privée, sa vie personnelle. Et c'est l'une des richesses de cette biographie. Parce que c'est resté vraiment énigmatique. Énigmatique. Et on ouvre un petit peu des pans, on lève des pans sur sa vie. Par exemple, il avait un frère shahid. Abdelaziz Aïdza est tombé les armes à la main. Il le savait, beaucoup de gens ne le savaient pas. Il a adopté une fille. Adoptif, ça fait Fatiha. Oui, qui était sa voisine.
qu'il aimait, il adorait. Il entrait chez lui, il est là. Qu'il a toujours servi. Fatiha, il était là pour le soutenir dans les moments difficiles. Il habitait le dernier étage de l'immeuble. Quand il sentait l'odeur du café, c'est elle qui a Elle était là. Elle était là, Fatiha, qui habite toujours dans son appartement. Oui, il lui a laissé sa maison. Et j'ai eu cette impression. On dirait que l'homme est parti, mais il a donné naissance à une vie, parce qu'il lui a laissé la maison, elle s'est mariée, elle a des enfants. C'est comme une transmission. De ses cendres sont nés l'amour, elle s'est mariée. Et au fil de cette biographie, il y a un surnom qui m'est venu comme ça à l'esprit de Zahi. C'est le médecin des âmes. Parce que nous allons parler de Zahi en tant que citadin. Pas l'artiste, le citadin. Un homme exceptionnel, je dis bien un homme exceptionnel dans la relation avec ses voisins, dans le respect de la femme. Il ne pouvait pas parler avec une femme comme ça. Il parlait comme ça. C'était l'harma, c'était nif, rejla, c'était... Fantasia. D'une grande culture surtout. Moi, ça m'arrive souvent de... J'ai fait plusieurs fois des sauts à Rambali. Et d'ailleurs, je remercie tous les habitants de Rambali. كنا نهضر معاهم يقول لك كل واحد تهضري معاه يقول لك دلي عرسي باطل ما كاش اللي ما دلوش العرس تاعو باطل et c'était des familles très modestes sur le plan matériel كان ما عندهمش et tout et donc عمر الزاهي c'était leur idole donc يحبوا c'était un rêve pour eux باش يدير لهم عرسهم رغم ما كاش اللي ما يقولكش عمر الزاهي دلي عرسي باطل n'est-ce pas je l'ai fait on m'a dit راك تشوف هادو كامل راهم ولاد الرامبالي كامل دار لهم عرس باطل ما داش ان سنتيم بوركوا باسكو سو سون سي فوازان والفرحه نتاعو كي يفرحوا الناس سا سي اكستراوردينير سي فري كي يفرحوا الناس باسكو lui il ne jouait pas pour gagner de l'argent c'était l'art pour l'art Zahi c'est comme ça il faut le mettre ça dans c'était l'art pour l'art il avait son mandole il jouait pour lui, il aimait chanter et surtout il aimait voir cette communion avec ces jeunes qui applaudissaient. Les Zgharit et les Youlou, c'était il a tout, il est comblé déjà. Ces jeunes, c'était ces fans qui le suivaient partout. J'en connais pas mal, c'est des jeunes qui aiment le Chabi, qui aimaient par-dessus tout Amar Zahi, qui le suivaient, qui savaient exactement quand est-ce qu'il allait animer un mariage. Donc ils allaient poursuivre comme un concert. Exactement. Phénomène. Et comment il est venu au Chabi Amar Zahi n'était pas fervent, il n'était pas chaud, il tournait le dos au Chabi, il chantait autre chose. Un jour, Lounis Aoudia lui dit Amar, tu chantes bien, pourquoi tu ne chantes pas Yanni Chabi Il lui dit Chabi, il n'a pas évolué, toutes les musiques du monde évoluent. Il aimait beaucoup la musique hindoue, ça l'émouvait. Il aimait beaucoup le chant espagnol, l'andalouse. Il aimait par exemple Manitas de Plata, c'était une idole pour lui. Et la musique classique. Mais pour le Chabi, alors non, ça n'a pas évolué, ça fait un siècle que c'est la même rengaine, c'est le même refrain. D'accord, je n'ai rien dit. Le lendemain, je sors de chez moi, je vais à la wilaya, et il m'appelle Amar Zgali. Lounis, اجي قالوا اني اروح دقيقه قالوا نوليو للشعبي لونيس قالوا ساي انا بارلي خلاص هدرنا نو بس دقيقه يبارلي كوم سا البارح سمعت اغنيه تاع الشعبي كيما نحبها انا شكون بوجمع العنقيس c'était son maître spirituel le premier c'est Boujma Langhis qui a ramené, qui a imprégné le Chabi dans l'esprit de Zahi. Le mot côté musical, côté instrument. Et le texte, la chanson Chabi, c'est Boujma Langhis. Il faut rendre à César ce qui appartient. Justement, vous avez, Amel, il a cité les noms des artistes qui ont eu l'honneur de le former. Entre autres, vous avez cité Qadour Bachtoudi, Lahlou et plus tard c'était Mahboubati qui a fait un ravage dans la chanson, une révolution dans la chanson Chabi. Oui, exactement. Comment que ça s'est passé? Septembre 1963, la première soirée Tao,
C'est dans le livre avec la photo de la terrasse, j'ai pris la photo. Rue Papin, c'est juste derrière chez lui, il y a le grand virage, il y a une rue en escalier qui monte vers Bab Jdid. On lui a dit qu'il y a une arste à l'Arabi, il était jeune, il avait 20 ans. Tu as ربي وليد حومتك non? Non, non, je voulais. D'accord. Je me suis vraiment appris. D'accord, je connais. d'accord. Moi, j'habite à Albiar, mais je connais bien le. Okay. Je connais rue par rue. Alors, c'est l'Arabie, la fête de l'Arabie. L'Arabie, c'était le gardien du but, Ali Kibtahom, une bande de copains, d'amis, des jeunes, ils sont 20 ans, 19 ans. يعوموا كيف كيف يروحوا كيف كيف يقراوا كيف كيف يوسيوا كيف كيف يلعبوا كيف كيف البالون كيف كيف كي يتزوج واحد للجول c'est impossible de ne pas faire la fête mais il était hésitant parce qu'il n'avait jamais animé une soirée يا عمر à l'époque c'est Amar Renvelé parce qu'on il n'y avait pas son nom c'est le mais c'est en 66 c'est après يا عمر مانيش عارف قالوا ceci تقدر بيناتنا برك كي قالوا له بيناتنا il a accepté parce que c'est entre nous il a joué dans une terrasse que j'ai vue 5 rue Papin. Et qui c'est qu'il y avait là dans l'assistance? Ça, c'est le mentor. C'est lui qui a déclenché la gâchette. Mustafa Taouch, un érudit. Mustafa Taouch, c'est un homme de culture extraordinaire. C'est un homme d'une très grande culture et surtout dans le domaine musical, dans le terroir, c'est-à-dire le patrimoine. Le lendemain, au café Haouchin, café de l'Étoile. Ce café devrait être un musée, à mon avis. Ce café devrait être un musée, ou alors il devrait s'appeler Café Amr Zahi. C'est là que gravitaient tous les noms du Chab. Non seulement les chanteurs, mais les musiciens, par exemple, les paroliers, les mélomanes. تحبي تشوف مثلا بوجمع ناقص تروحي تصيبه تحبي تسقسي على فلان تصيبه تما تحبي تسقسي على. Le lendemain, à 10h, le jeune Amr, il arrive, il prend son café, il rentre, Mustafa Taouch, plus âgé, très élégant. صباح الخير صباح الخير, quelle politesse, quelle. قال له البارح شفتك في العرس, c'est pas mal. تخرج منك حاجة. Oui, تخرج. هذاك حاجة incroyable. تخرج منك حاجة. قال له لا يا عمي مصطفى غير أنا خدمت برك. Il était très timide. لا لا لا, قال له غدوة إن شاء الله هذا الوقت 10 أجي للطابلة le même endroit. Et il est venu avec un monument. Taouch est venu avec un monument de la chanson, un monument de Chabi, Mohamed Rabaili. Et qui ne connaît pas, c'est un pilier central du patrimoine, parolier. C'est là qu'il lui a présenté, alors Mohamed, voilà. Il y a eu des présentations, et c'est là qu'ils ont commencé à travailler ce diamant. Parce que la matière première existait, mais il fallait la travailler. Très bien, voilà, on est arrivé à la fin, oui. Ça y est, on nous a rajouté déjà 3 minutes. On remercie bien sûr la diffusion de nous avoir encore accordé 3 minutes. C'est vrai qu'avec ces belles paroles, on ne peut que pouvoir rester encore plus. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, c'était un plaisir de parler. Bonne chance pour cet ouvrage. On aura l'occasion d'en reparler, probablement. Moi, c'est toujours un plaisir. Donc, moi, je demande à tout le monde de lire ce livre. Il est excellent, il est extraordinaire. Même quand il est devenu monument, il est resté toujours modeste. Toujours modeste. Merci. Merci sur ces belles paroles. On se quitte. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Excellente journée à vous tous. Merci de nous suivre régulièrement sur Canal Algérie. On vous embrasse, on vous dit bonne journée et bonne continuation. Suivez nos programmes. Et puis à très bientôt. Au revoir. والبلابيل فيه إياج يا ليالي دوم سنة زادك الله يبتيها